2015, pas chez Buchet-Chastel, chez un autre éditeur. Je fais parfois des pas de côté, je préviens toujours mon éditeur principal que je vais faire un pas de côté. Et j'ai publié donc ce texte où il est question des chantiers d'écriture. C'est un livre sur l'écriture. Et j'ai écrit ça. Plus tard, nous comprendrons, nous avons compris. Nous, c'est une universitaire avec laquelle j'ai écrit la postface de ce livre. C'est devenu une amie. C'est elle qui, pour la première fois, a introduit mes textes à l'université, il y a maintenant plus de 15 ans. Et nous avons écrit à 4 mains la postface de ce livre. Et cette femme universitaire, désormais à la retraite, à Clermont-Ferrand, a avec moi en commun d'être fille de paysan. Première génération, hein, pas de génération intermédiaire. C'est pas nos grands-parents, c'est pas nos oncles, nos tantes, ce sont nos parents, nos frères. Son frère a été paysan, le mien aussi. Plus tard, nous comprendrons, nous avons compris que nous, femmes, les deux, étions passés au même moment, les deux, par le même triangle des Bermudes. Michon, Millet, Bergogneau. 3 hommes, 3 vivants, 3 forçats du verbe, éperdus des origines, les 3. De 1995 à 1998, nous lisons Vie minuscule et la grande beune, c'est Pierre Michon. La gloire des pitres et l'amour des 3 sœurs Pial, c'est Richard Millet. Miette et la Toussaint, c'est Pierre Bergogneau. Onde de choc pour Sylviane, après une décennie de recherche sur Jean Giraudoux. Un nouveau continent littéraire émerge, qui assume la province en héritage. Elle a écrit un essai sur ces 3 auteurs qui s'intitule ainsi « La province en héritage », parce qu'ils ont la particularité, les 3, de n'être pas parisiens et de n'avoir pas, en tout cas, oui, chacun à leur façon, sacrifié à la tradition qui consiste à venir vivre à Paris parce qu'ils ne seraient de bon bec que de Paris. Ils sont les 3 d'ailleurs, tout comme moi, il faut bien le dire, issus du Massif central, de ce bloc, de cette poignée de départements évidés, récurés, rabotés, ramassés par l'exode rural. Vous voyez, Corrèze, Cantal, Creuse, Aveyron, Lozère, Corrèze pour Bergogneau et Millet, et Creuse pour Pierre Michon. Et moi, Cantal, les 3 C. D'ailleurs, Pierre Bergogneau, il m'appelle toujours la petite Lafont, et il dit que je suis une sorte de phénomène géologique, comme il se doit quand on est né sur un volcan. Parce que le Cantal, c'est un volcan. Pourquoi pas, après tout. Donc, entre 1992 et 2004, ce serait comme solder enfin une dette, reprendre langue, reprendre pied et réembrasser les horizons premiers. Pour moi, donc, là pour le coup, je parle en mon nom, c'est une onde de choc, c'est le mur blanc, l'urgence, c'est être acculé à l'établi, s'y mettre enfin, monter à l'assaut du désir d'écrire, depuis toujours enfoncé dans la gorge et sous la peau. Parce qu'ils le font, 3 hommes vivants le font, ils inventent une langue pour dire le monde des enfances paysannes, ses silences, son écrasement, ses douceurs, ses grâces têtues, sa mort longue, sa vaillance. Ce qui nous assigne et nous convoque et nous travaille au corps, c'est, chez ces 3 écrivains, le verbe haut, puissant, savant, mis au service des terres évidées par l'exode rural et de ceux et de celles qui les ont habitées, ces terres, puis maudites, regagnées, espérées ou vomies. Ces histoires seraient les nôtres, la nôtre, celles de nos lignées, non inscrites au cadastre de la culture officielle, mais soudain portées au pinacle de la langue. Et donc, ce serait possible de jouer dans la cour des garçons. C'est une école de filles ici, si je ne m'abuse. Jouons. Et cette phrase résonne d'autant plus que, encore une fois, je vous l'ai dit, tous mes modèles d'écriture sont masculins. Tous. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu Annie Ernaux ou Marguerite Duras ou Marguerite Yourcenar. Je les ai lus. Mais les décisifs
ceux qui ont suscité l'impulsion, ils sont du côté de la cour des garçons. Bien. Alors, une fois que vous êtes installé à l'établi des mots, comme vous le dites si joliment, vous dites ça fomente, et vous ajoutez plus loin j'usurpe, et encore plus loin je dois et peux partir et étudier. Alors, qu'est-ce que vous fomentez? Qu'est-ce que vous usurpez? Et de quoi et envers qui vous êtes redevable? C'est une vaste question. Alors, je dis que j'usurpe parce que, pour toutes les raisons que je viens de déployer, vous entendez bien qu'il y a une dimension transgressive, en quelque sorte, sociologiquement et culturellement. C'était pas ma place. Là, je sors de mon rang. Hein, voilà. Les filles de paysans montés en graines peuvent éventuellement devenir professeurs agrégés, hein, mais alors se mêler en plus d'écrire des livres, hein, et ces livres-là, c'est-à-dire écrire à partir du lieu et du milieu, puisque c'est de ça dont je parle pas dans tous mes livres. Hein. J'ai écrit des livres citadins et très tôt, et j'ai écrit aussi des livres mixtes, tendus entre le monde premier et puis le monde qui sera pour toujours second et d'adoption, à savoir le monde citadin. En l'occurrence Paris, pas n'importe quel monde citadin. Bon. Donc, il n'empêche que vous entendez bien qu'il y a là oui c'est ça, une autorisation culturelle qu'il a fallu se donner. Voilà. Et ça c'est un long travail, et c'est dans ce sens que j'ai toujours conscience, et même encore aujourd'hui, parfois ça me rattrape terriblement, hein, d'être dans une sorte d'illégitimité. Hein. Bon, alors mettons des mots sur les choses, hein, même si je n'aime pas du tout ce terme, je le trouve très réducteur, hein, mais ce procès que l'on ne se fait jamais aussi bien qu'à soi-même, en illégitimité, il est typique de ce qu'on appelle les transfuges sociaux. Voilà, hein, je n'aime pas cette expression, elles sont la fuite en race campagne, hein, voyez, hein, mais voilà, ceux qui ont changé hein, d'assises en quelque sorte sociales et culturelles, hein, sont toujours soupçonnés de trahir, ou d'avoir trahi, hein, ou d'être prêts à le faire, hein, et sont toujours plus ou moins poursuivis par ce sentiment d'illégitimité. Voilà, hein. Donc derrière le verbe usurper, il y a tout ça. Hein. Alors, il y a aussi ce que je vous ai dit, mais ça je m'en joue plutôt, et j'en joue. Hein. Ce que je vous ai dit du rapport entre le masculin et le féminin, hein, qui est d'autant plus fort dans mon cas que ça vient, ça vient d'un... Enfin, ça repose aussi sur le fait que j'ai grandi dans un monde où les répartitions des rôles entre les hommes et les femmes étaient très nettes, hein, et appuyées, enfin renforcées par des siècles d'usage. Hein. Il y avait ce que faisaient les femmes, il y avait ce que faisaient les hommes, hein, et il paraissait tout à fait incongru de vouloir, sauf exception bien entendu, ça pouvait arriver, hein, mais il paraissait tout à fait incongru de vouloir intervertir les rôles ou secouer tout ça. Hein. J'ai grandi dans un monde, si vous voulez, où certes mai 68 s'était produit, mais enfin les lignes bougeaient doucement, on va dire. Voilà. Hein, et archaïquement, hein, mon programme psychique archaïque, il est là, hein, soyons clairs. Hein. Donc, prendre la place du mal, hein, ça me convient très très bien, je le fais très volontiers par l'écriture, hein, mais j'ai bien conscience que c'est une façon assez particulière de concevoir les rapports, hein, entre le masculin et le féminin. Il y a une autre usurpation, hein, dont il est question là-dedans, et qui va, je pense, éveiller des échos chez certains d'entre vous, c'est que, comment dire, j'ai un rapport tellement émerveillé et définitivement fasciné, hein, à la langue, à l'écriture, à la littérature, au style, etc., hein, que écrire, publier, je ne dirais pas que ça relève du sacré, mais enfin il y a quand même quelque chose de très... il y a un enjeu, si vous voulez, extrêmement fort, hein, et il y avait donc aussi un interdit très très fort, et en fait je dis volontiers que j'usurpe au sens où, souvenez-vous, quand on était enfant et que on était élevé dans nos milieux traditionnels, moi j'aurais voulu être enfant de cœur, et on ne pouvait pas.
il y avait que les garçons qui étaient enfants de cœur, vous voyez, voilà. Hein. Et quand je me suis mise à écrire et puis à lire en public, vous voyez, et ben je sais pas, il m'a semblé que j'usurpais aussi cette place-là, ce que j'appelle la place du desservant mâle. Hein. Vous voyez bien que c'était un homme, le curé, ses pieds dépassaient dessous. Hein. Et les enfants de cœur aussi, leurs pieds dépassaient dessous. Hein. On savait que c'était un univers réservé aux mâles, hein, auquel nous, les filles, on ne pouvait pas prétendre. Et par l'écriture, bam, hein, on prend place. Voilà. Bon, mais je sais que c'est complètement fantasmatique, mais quand même, il faut que je signale cette dimension. Hein. Et vous entendez bien, moi j'ai été élevée dans la religion catholique, je suis une ancienne élève des religieuses, etc. Et vous entendez bien que mon imaginaire est profondément travaillé par ce que j'appelle ma quincaillerie catholique. Elle remonte à tout propos. Vous vous rendez compte, le premier texte que j'écris, c'est quand même liturgie. Et la dernière phrase, c'est « Elle serait prête pour la messe de 10 heures hein. ». J'ai écrit un roman qui s'intitule « L'annonce hein ». Et puis vous pouvez continuer à filer la métaphore comme ça pendant longtemps. Hein. Bon, donc il y a de la matière, hein, si vous voulez. Donc évidemment, usurper. Alors, fomenter. Vous entendez bien, non, fomenter. Hein. Je fais jouer fomenter avec fermenter. Pourquoi? Alors, fomenter, c'est extrêmement... Et là, je m'amuse aussi, hein, lié à ce que je viens de vous dire, à savoir que voilà, il y a un interdit, on fait sauter l'interdit. Hein. Bon, il y a un interdit sur l'écriture, c'est sociologique, c'est culturel. Il y a un interdit aussi sur la matière de l'écriture. Et là, il est très, celui-là, familial. Hein. C'est-à-dire que je viens d'un milieu, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de familles paysannes, et pas seulement paysannes, hein, où on ne doit pas parler, encore moins écrire évidemment, de ce qui relève du soi, de l'intimité. Or, je dis volontiers que je n'écris pas de roman historique en Basse-Égypte. J'écris du lieu et du milieu d'où je viens. Ah oui, hein, d'accord. Donc, on est dans quelque chose qui relève de l'intime, l'intime n'ayant, à mon avis, de validité en écriture que s'il peut s'élargir hein, aux dimensions d'une intimité partagée. Hein. Et c'est le cas des histoires que je raconte dans mes livres, il faut croire. Bon. Et ça, si vous voulez, j'ai eu besoin aussi ça, hein, de le prendre en main, de l'envisager et de m'autoriser à écrire sur ces matières-là. Hein. Notamment, enfin, elle est morte maintenant depuis plusieurs années, mais ma propre mère, par exemple, hein, quand j'ai commencé à publier, mon deuxième livre et mon troisième livre supportaient ça très difficilement, hein, pour ne pas dire qu'elle trouvait ça obscène complètement. Hein. Voilà, parce que c'était une matière dont elle savait, dont elle sentait hein, qu'elle avait des origines, si vous voulez, familiales, hein, et que cette matière faisait l'objet d'un texte publié. Voilà, hein. Donc là, il y avait il y avait un interdit massif. Hein, je crois qu'il est très très actif dans bien des vies. Hein. Bon, donc là, il y avait aussi de la fomentation et fermenter. Alors ça, j'y tiens beaucoup. Ça tient vraiment à la méthode du travail. Hein. C'est-à-dire que je dis volontiers, j'aime pas le mot sujet, j'aime bien le mot matière. J'ai déjà employé. Hein. La matière vive de mon écriture, sa source. Hein. Ça n'est pas exclusivement, mais c'est pour beaucoup en effet, hein, le lieu et le milieu des origines. Et je ne prends jamais de notes, je n'ai pas de carnet. J'ai des fichiers mentaux, ça tourne. Et j'appelle ça, si vous voulez, la fermentation en cave profonde. C'est-à-dire la matière pose, elle fermente. Et quand pour toutes sortes de raisons, je vais ouvrir le fichier et commencer à travailler cette matière pour tenter de lui donner une forme qui fera livre, hein, eh bien, il y a une sorte de travail de décantation, sourd, mais sûr, mais lent, qui vient de très loin, qui s'est produit. Voyez, hein, et qui ne relève pas du tout d'une volonté de ma part, d'une maîtrise de ma part. Hein. C'est-à-dire que, je vous ai dit, je ne prends pas de notes, jamais. Hein. Donc, nombre de motifs au sens pictural du terme, nombre d'éléments, de détails, si vous voulez, hein, ont certainement sombré au gouffre hein, de mon oublieuse mémoire. Et je travaille avec ce qui est resté à la surface. Le processus de décantation, il est essentiel. Voilà. Et évidemment, hein, et ça n'est pas une boutade, ça n'est que superficiellement une boutade, quand je dis que je ne peux pas ne pas constater ce processus et ne pas le rapprocher de ce qui fut fondamentalement le processus de travail des générations qui m'ont précédé,
puisque je viens de familles et de lignées fromagères, dans lesquelles on a fabriqué du Cantal, on a fabriqué du Saint-Nectaire, et le fromage, il faut le laisser reposer en cave profonde. S'il n'a pas son temps de mûrissement en cave profonde, il n'est pas bon. Si les conditions de mûrissement et les techniques pour le retourner, l'essuyer, etc., ne sont pas maîtrisées, et votre fromage, il sera aigre et il se conservera mal et il ne sera pas bon. Ce sera, voilà. Mais bon, je dis volontiers qu'on peut rapprocher, et sur bien d'autres points, on peut rapprocher le travail qui fut celui des lignées paysannes qui m'ont précédé, du côté de mon père comme du côté de ma mère, et le mien. Voilà. Et ça n'est pas le seul point. Et encore une fois, ça n'est pas une facilité, une boutade. J'y sens quelque chose de très très profond. Ça serait ma manière à moi de continuer à en être. Alors qu'il est bien évident que culturellement, sociologiquement, dans mon habitus, j'ai pas les mains de mon frère, c'est lui qui était paysan, c'est pas moi. Voilà. Il est bien évident que je suis partie ailleurs. D'ailleurs, mon père le disait, j'avais 8 ans. Il me disait, t'es une bourgeoise, tu fais pas de bruit en mangeant la soupe. C'est dans les pays. J'avais 8 ans. Je comprenais pas exactement ce que ça voulait dire, mais je sentais bien que il y avait quelque chose. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est toujours en chantier. Ma place est à l'établi, où ça fermente, où je fomente. Je fomente et ça fermente. C'est long, c'est patient, c'est têtu, ça me traverse, c'est opaque et bouleversant. Opaque et éclatant à la fois. Ce qui m'éclate dans le corps et à la gueule, ce que je vois et ne peut pas ne pas voir, c'est que je fomente et que j'usurpe. D'un même geste politique et sexuel, c'est un seul et même geste, j'usurpe. Je peux usurper et fomenter parce que, née fille de paysan dans le Cantal en 1962, et pas en 1898 ou en 1927, ou pis encore en 1763, je dois et peux, devoir et pouvoir ne se séparant pas, je dois et peux partir et étudier, ne se séparant pas davantage. La révolution mécanique et l'exode rural sont passés par là, sont passés sur le corps des générations paysannes qui m'ont précédé à bâbord et à tribord, du côté de la mère et du côté du père. Je suis là, nous sommes là, ceux et celles de la seconde moitié du XXe siècle. Nous jouissons des possibles et nous n'avons pas le choix. Nous pouvons et nous devons. J'ai pu et j'ai dû. Je suis parti et j'ai étudié. Ensuite, j'ai écrit. J'en ai écrit. J'écris, j'en écris. Et ce faisant, je tisse la trame et je bande l'arc. Je fais tout. Je fais l'homme et ne cesse pas d'être une femme. La trame et l'arc, à la verticale et à l'horizontale, et dans tous les sens, avec tous les sens, les 5 et d'autres qui n'auraient pas de nom. J'érige le texte et je le tisse, et le texte avec son jet, avec ses plis, remonte des steppes longues, des silences entassés par les générations et les lignées qui m'ont précédé. Les générations et les lignées qui m'ont précédé et desquelles je procède ont eu autre chose à faire avec les mots, et parfois et souvent sans eux. Il faudrait que le livre que je tends à écrire remonte du silence des générations comme on remonte le cours d'une rivière. On remonterait le cours d'une rivière et on ne trouverait pas la source. Jamais. On ne serait même pas bien certain de chercher la source. Il n'y aurait pas de source. Il y aurait le geste et l'élan cru du corps. Il y aurait la patience, le temps et la lumière, les grises douces et les autres, toutes les autres, les sauvages, les pointues, les blondes, les glorieuses, les ineffables, les infimes. Il y aurait les luisantes créatures de l'eau et le goût de l'air sur la peau. Il y aurait la mort et la chaleur du sang.
Le cadre de tous vos romans, c'est cette vallée de la Santoire qui vous a vu naître, où vos parents avaient une ferme et où vous avez passé et votre enfance et votre adolescence. Après, bien, vous êtes parti à Paris pour étudier. Et donc, je me suis demandé si il y a d'autres pays qui ont pu prendre place à côté de cette vallée de la Santoire qui vous est si chère, ou est-ce que c'est toujours pour vous l'unique, le seul qui vous inspire? C'est l'épicentre. Hein. Chacun a son épicentre. Ça peut être un livre, ça peut être un moment dans une vie, ça peut n'avoir aucune assignation géographique. Aucune. Ça peut être la Madeleine de Proust, enfin, vous voyez. Il se trouve que moi, mon épicentre, au sens psychique, archaïque, profond du terme, il est cadastré, quoi. Il est là. C'est une vallée infime, c'est à 1000 mètres d'altitude, c'est au milieu de rien. Vous prenez Aurillac, vous prenez Clermont-Ferrand, vous tracez un trait, vous mettez le dos au milieu, c'est là. Et il n'y a rien. C'est-à-dire il y a 2413 habitants à Rios-Montagne, à 20 km, et 2318 à Murat, 18 km. Vous voyez? Bon. Et c'est là. Bon. Alors, il se trouve que c'est un lieu, si vous voulez, qui a une très forte identité géographique, une très forte identité climatique. Les deux ne se séparent pas d'ailleurs. Hein. Et c'est un paysage assez radical. Hein. Soit vous n'avez qu'une envie, c'est de le fuir définitivement, de ne plus jamais entendre parler. Hein, soit ça vous l'avez planté sous les ongles comme une écharde et c'est pour toujours, quoi. Bon, alors moi c'est pour toujours, c'est comme ça. Hein. Et il se trouve que j'écris, donc c'est devenu une sorte d'épicentre. Et je sais, j'ai mis longtemps à savoir, hein, que le monde était vaste autour. Évidemment. Hein. Alors cela dit quand même, je donne une précision. Hein. Je suis né avec la télévision. Hein. Et ça, vous le savez bien, hein, ça c'est fondamental. Hein. Les livres que j'écris aujourd'hui seraient, j'en suis absolument certaine, très différents si je n'avais pas grandi avec la télévision. J'ai un repère, mes parents ont la télévision en 1968. Moi je ne m'en souviens pas, mais ma sœur qui a 2 ans de plus que moi s'en souvient. Puisqu'on voit des images de 1968 à la télévision, et mon père est totalement horrifié par ces gens qui font brûler les voitures. Hein, et quand ma soeur lui demande qu'est-ce que c'est les communistes, parce qu'elle a entendu le mot communiste dans les commentaires à la télévision, elle a entendu le mot communiste, elle dit à mon père qu'est-ce que c'est les communistes, et mon père lui répond, après un temps de réflexion, c'est ceux qui prennent la propriété. Et alors là, terreur et panique, hein, ma soeur, nous voyons déjà expulsée du royaume, par, vous imaginez. Bon, elle raconte ça avec beaucoup de... Ma sœur, elle a été professeure d'histoire-géographie, et elle a enseigné donc la Révolution russe, etc. Et chaque fois, elle pensait à ça, vous voyez. C'est là que se situe l'archaïsme fondamental, hein, qu'on ne peut pas arracher de soi. Bon. Et donc, si vous voulez, le monde était vaste, en effet. On voyait des images à la télévision. Je me souviens du Tour de France. Bon, la première fois que j'ai entendu parler des Pyrénées, là, de vos pays à vous, là, parce qu'on les voit, les Pyrénées, quand on débarque ici, hein, ça a de la force. C'était à l'arrivée du Tour de France. Hein, voilà, hein. Donc, on voyait le monde, mais on le voyait, et c'est banal ce que je dis, on le voyait depuis, voilà, ce territoire minuscule, et de surcroît, ça je crois que c'est très spécifique des enfants de paysans, on avait un rapport au territoire qui était très physique, puisque à cette époque-là, les enfants donnaient la main, comme on disait dans les fermes. Hein. Donc on fanait, on gardait les vaches, donc on connaissait la ferme. On savait où ça commençait, on savait surtout où ça finissait. Où c'était plus à nous. De l'autre côté de la Santoire, c'était plus à nous. Hein. De l'autre côté de la clôture, de l'autre côté du hêtre, là, c'était plus à nous. Hein, voilà. Et ça vous donne... Ça vous enfonce le territoire dans le corps. Voilà. Et de surcroît, le paysage. Hein. C'est absolument pas un élément de contemplation. Vous faites partie du paysage et vous travaillez le paysage. Parce que on n'a pas besoin de vous l'expliquer, vous comprenez très bien, quand vous êtes enfant de paysan dans cet univers-là, hein, que le pré que vous fanez, que vous fauchez 2 fois par an, que vous râtelez, comme avec une brosse à dents, 2 fois par an, hein, eh bien, il n'aura pas du tout la même allure que le pré voisin qui, parce qu'il est trop pentu, n'est pas fauché et qui est packagé par les bêtes.
c'est pas le même paysage. Voilà. Hein. Et c'est comme ça que le paysage vous rentre dans le corps. Vous voyez? Bon, c'est pour ça que par exemple, il n'y a pas de description dans mes livres. Il y a énormément de notations qui incarnent le paysage, mais il n'y a pas de moment où on s'arrête pour le contempler. Jamais personne autour de moi ne s'est arrêté pour contempler le paysage en me disant c'est beau, regarde. Jamais. Hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein, le rapport au pays, au paysage. Hein, voilà. Et très tôt, j'y ai trouvé du recours. Puissamment. Dans ce que j'appelle la beauté des choses. Très tôt, hein, ça m'est venu comme ça, comme une grâce, vous voyez, hein, et ça n'a jamais cessé. Et ça, c'est vraiment, c'est comme une histoire d'amour qui ne finirait pas, vous voyez. Je le dis volontiers avec le pays, le paysage, les arbres, les lumières toujours recommencées, les grises et les autres. Hein. Bon. Et ça, évidemment, c'est complètement inépuisable. Et ça m'a affûté, si vous voulez, dans le rapport au monde et au paysage partout ailleurs dans le monde, évidemment. Hein. Mais il y a quelque chose d'indéfectible qui est là. C'est complètement irrationnel. Hein, voilà. Et d'ailleurs, par exemple, vous voyez, j'ai toujours voulu avoir une maison là. Hein, et non pas que je ne considère pas qu'il n'y a pas de beaux pays ailleurs, hein, mais c'est là. Voilà, hein. Et je n'en fais pas une religion. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Hein, c'est Brassens, je crois. Hein, et bon, hein, voilà, hein, je me sens très concernée. Hein, mais j'ai jamais lutté contre ça. Hein. Je n'ai jamais lutté contre ça, contre ce rapport très affectif, très intestin, définitivement incontournable, que j'ai à ce pays premier, ce qui, encore une fois, ne m'a pas empêché d'aller voir ailleurs, hein, et de vivre ailleurs, évidemment. J'ai bien conscience aussi que ce rapport-là, il est aiguisé par le fait que je n'y vis pas. J'y passe du temps, hein. J'y passe beaucoup de temps, mais je ne passe pas les hivers, par exemple. Alors, je dis toujours que ceux qui sont vraiment des pays sont ceux qui passent les hivers. Hein. Moi, j'ai des amis dans le Cantal qui n'y sont pas nés en Aurillac. Hein. Ils sont arrivés plus tard, etc. Mais ce sont eux qui passent l'hiver et pas moi. Hein. Donc, ils en sont davantage que moi. En tout cas, différemment. Vous voyez, je tiens beaucoup à ça. Ça me paraît très, très important. Et, comment dire, j'insiste beaucoup sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire chacun porte en soi son pays premier. Et ça n'est pas forcément un lieu assigné géographiquement. Ça, j'en suis absolument persuadée. Hein. Et en ce qui me concerne, je considère que c'est une chance et une grâce. J'aime beaucoup ce mot. Hein. D'avoir été planté dans le monde à cet endroit-là. Voilà. Bon. C'est comme un trésor inépuisable. Et je le partage volontiers dans mes textes. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.